à chaque édition. Et merci encore de marquer de votre présence cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, vous savez, les conférences TEDx Abidjan sont soutenues et accompagnées par des partenaires de choix qui acceptent de faire confiance à l'organisation pour les accompagner, les soutenir dans la mise en place de tout ce qui est nécessaire pour la réalisation des conférences TEDx. Et pour cette édition 2025, comme vous le constatez, nous nous retrouvons ici en marge des assemblées annuelles de la BAD. Et bien sûr, nous allons adresser nos remerciements à tous les partenaires, en commençant effectivement par la Banque africaine de développement que je vais vous demander d'ovationner, s'il vous plaît. Remerciements aussi pour la BNI Côte d'Ivoire qu'on va aussi ovationner. Je vais également solliciter vos ovations pour la CIE. Remerciements à l'endroit de l'agence Oxiane. Sans oublier Okaï et Trinitz qu'on va aussi ovationner. Et remerciements aussi au ministère du Plan et du Développement qu'on va ovationner très richement. Alors, ce soir, nous aurons ici 7 speakers qui vont se succéder pour faire entendre l'écho de leur voix, un écho responsable, un écho de leurs actions, qui viendront ici décrire, qui viendront partager avec vous qui avez effectué le déplacement. Et vous savez, cette heure ou cette heure et demie de partage, le souhait, c'est que cela puisse vous inspirer, vous aussi, à mener des actions qui pourront avoir un écho responsable et un écho favorable en Afrique. Encore une fois, bienvenue. Et je regarde dans le fond si on est prêt pour qu'on puisse ouvrir comme à l'accoutumée cette conférence avec une voix plus appropriée. Mais je tiens à préciser et à le rappeler, le thème de cette édition, c'est éco-responsable. Et vous le savez, en Afrique, il y a des voix qui résonnent, on a des voix qui bousculent, des voix qui changent les choses. Et le thème éco-responsable, c'est pour donner la voix à ces voix-là, pour qu'on puisse entendre et tendre l'oreille à ces voix qui arrivent à faire passer la pensée à la rencontre de l'action, à mettre aussi le rêve en forme d'engagement, et pour que si cet écho a une résonance au fond de vous, vous puissiez vous aussi, pourquoi pas, porter plus haut ce son en mettant en action vos engagements pour aussi porter un écho responsable pour notre Afrique. Donc, comme je le disais, nous sommes à la 11e édition et dans seulement quelques instants, nous allons pouvoir ouvrir cette conférence avec une voix plus appropriée. Je pense que ça y est, on ne va plus vous faire attendre longtemps. Et vous savez, si tout ce que j'ai dit n'a pas pu présenter assez le contexte, celui qui vient pourra le faire avec beaucoup plus d'aisance parce que lui, il a une maîtrise parfaite de l'art du bien dire et du bon dire. Je vais encore solliciter vos ovations tonitruantes pour accueillir ici Naomi. J'ai en mémoire les premiers mots du soleil sur le dos du vieil éléphant qui tranche à mon pacte avec le néant. Je viens d'Afrique, je viens de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, avant son départ pour le champ, il dit à ma mère d'un ton ferme: ce fils que tu feras naître, oui mon fils, fais-le naître avec ces mots. Pour réussir, n'oublie rien. Le monde se souvient, le poète, lui, n'oublie rien. Avant le premier matin, le verbe avait déjà chanté. C'est lui qui a accompagné les premiers vagissements, les premières circoncisions des falaises du Bandiagara aux lumineuses métropoles. Et même ici, à TEDx Abidjan, c'est lui le roi, alors que tous se taisent, La parole à la parole. Cora, merci. Merci d'être écho de chaque lettre, chaque mot, chaque phrase. Pour que fuit pour toujours le silence. N-I-N-W-L-O-U, c'est ainsi que je m'annonce. Et Néolou je suis, Néolou je porte. Zien mon sien. Des lettres, des mots, des phrases. Et tout s'embrase parfois. Parce qu'il y a quelque part sous la langue et au bout des doigts, cette étincelle qui met le feu à la traînée de poudre.
Et le temps qui passe n'emporte rien parce qu'elle est là et elle s'incruste. Elle est toujours si là dans le creux de l'inoubli. Le temps qui passe balaie mais n'emporte rien. Dans un monde où même l'ignorance se construit, chaque mot compte double et chaque silence compte triple. Éco-responsable, parce qu'il y a partout ici des voix qui résonnent et résonnent contre l'afrocalypse. Des voix qui s'élèvent, des voix qui se lèvent, des voix qui relèvent et révèlent, des voix qui tracent des sillons, les délimitent et des voix qui les éclairent. Des voix qui résonnent et résonnent contre l'afrocalypse. C'est pas d'éléphants qui sauvent les nôtres de la rosée. Vous les verrez d'attaque sur tous les terrains. Sur tous les terrains pour sortir l'Afrique des filets de la fatalité. Moi, je pense que vous pouvez compter sur elle. Les chiffres ne mentent pas. Alors, Cora chante et sois écho de chaque lettre, de chaque mot, de chaque phrase. Éco-responsable comme rempart d'une Afrique qui sait rester debout. Des voix qui résonnent et résonnent pour sauver l'Afrique de l'afrocalypse. Là où d'innombrables destins s'écrivent à la craie. Là où la jeunesse, on la réunit à tout bout de chambre. Là où l'excellence est faussement dite, denrée rare. L'Afrique n'est pas que le futur, mais aussi le présent sur nos fronts et dans le creux de chaque prouesse. Ce soir, après moi défileront sur cette estrade, pas que des hommes et des femmes, mais aussi et surtout des parcours et des valeurs qui l'ont tracé. Ils sont sept intervenants et intervenantes, mais tellement de choses à apprendre, aussi uniques les uns que les autres. 7, mais tellement de choses à apprendre. Un banquet fait d'idées et d'expérience. Avec ce plus qui manque aux autres initiatives. Alors Cora chante pour moi et chante pour l'assistance. Des lettres, des mots, des phrases, et tout prend vie parfois parce qu'il y a quelque part sous la langue et au bout des doigts cette force insubmersible qui emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Elle s'incruste et est toujours si là dans le creux de l'inoubli pour influencer l'éternité. Abidjan, 25 mai 2025. TEDx Abidjan, éco-responsable. Moi je dis Amen. N-I-N W-L-O-U, c'est ainsi que je m'annonce. Né où je suis, né où je porte. Chaque fois que la vie m'adresse l'occasion, je le réitère. Chez nous, on avale la braise pour purifier la parole. Merci. Je vais encore vous demander des ovations bien nourries pour Naoulou, artiste slammer de renom et de qualité, qui a bien voulu une fois de plus apporter sa touche artistique à cette édition des conférences TEDx Abidjan. Mesdames et messieurs, vous savez l'écho qu'ont les conférences TEDx ici à Abidjan part d'une action qui vient de bien loin. Et ensemble, nous allons visionner dans quelques instants la vidéo d'introduction des conférences TED. Alors si la régie est prête, nous allons prêter attention et ensemble ouvrir officiellement les conférences de cette édition 2025 avec la vidéo officielle. Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation that takes place every day in every corner of the world. In schools, in theaters, in workplaces, even in prisons, people gather to hear the best ideas bubbling up in their communities. More than 3,000 TEDx events are held every year in 170 countries. It's a remarkable thing. TEDx events are self-organized under a license from TED, a non-profit organization
devoted to discovering and sharing powerful ideas in the form of TED Talks. It's not TED itself, but your local TEDx team of volunteers that has done all the work to put on today's event, including booking all of the speakers. It's this team's ideas, dedication, and time that have made this possible. We really hope today's program sparks an exciting conversation. This is a day for curiosity and for skepticism, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you will take out. And now, on with the show. Welcome. Et comme c'est dit, et maintenant que le spectacle commence, mesdames et messieurs, ils sont 7. Ils vont se succéder ici, comme je le disais, pour partager leurs histoires, pour partager leurs expériences, pour parler de leurs actions qui font écho en Afrique et même au-delà. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la session des interventions de nos speakers pour cette édition 2025. Et la première que je voudrais vous annoncer, mesdames et messieurs, elle capitalise une expérience d'une vingtaine d'années dans la finance internationale. Elle a occupé des postes à responsabilité au sein d'institutions bancaires de renom, tant en Afrique qu'en Europe. Et depuis peu, elle s'est installée en terre ivoirienne pour poursuivre sa carrière au sein d'une institution financière. Et une seconde nature pour elle, c'est l'écriture. Pour ses premiers pas d'ailleurs dans la littérature, elle a choisi son genre de prédilection, la poésie. C'est un art que les Peuls, l'ethnie dont elle est originaire, maîtrisent à la perfection. Elle a été moulée avec cette obsession pour la parole enveloppée, la parole adoucie, la parole parsemée de paraboles, mais une parole sans complaisance. Je vais vous demander une fois de plus de faire de vives ovations pour notre première speaker, Soukeina Kane, experte en finance internationale et poétesse. Finance and poems. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for your orientation. Alors, aujourd'hui, je vous ai ramené un peu de lecture. I come with reading, and I've selected with you 3 novels that I think we remember you something. The first one is Le Monde s'effondre from Chinua Achebe. The second one is Les Misérables de Victor Hugo. And the third one is Le Pagne Noir de Bernard Dadier. So, just one question for you. Who from you have read that novel once? So I can see a lot of hands. That means a lot of people read that. And I guess that for most of you read it because they were in school curriculum. I just want you to assure you it's my case too. But honestly, I read them again, and I want to explain to you why I read them again. In 2020, when I was studying at the University of Harvard, I chose courses on example of leadership in literature and cinema. And we have studied several novels from Shakespeare, Kaveh, Kundera, so on and so forth. But amongst the list of novels that I was supposed to read, I had this one, Le Monde s'effondre from Chinua Achebe. C'est-à-dire qu'il a fallu que je traverse mers et océans, que je sois admise à Harvard pour me rendre compte à quel point les classiques de la littérature africaine étaient des références ailleurs. J'étais fière, mais j'étais préoccupée. Préoccupée parce que je me demandais comment est-ce que nous pourrions faire pour nous réapproprier notre propre histoire, notre propre culture, nos propres symboles. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à relire et à lire les classiques. Reading again the different classics of literature that we have. Ce qui explique that explain the presence of Victor Hugo. Je les ai relus
I have decided to read again those books, and I used to share the teaching that I received from those books with my children and my relatives, and how they can impact our life. And that was a pleasure for me to do it. And amongst those books that I read, we also had the Pagne Noir from Bernard Dadier. And with my kids, we used to read louder with dictionary close to us because, as you know, Bernard Dadier is very rich in terms of vocabulary. So if you want to read his book, you really have to be good in vocabulary. Today, I would like to share with you the fruits of my reflection, talking about that book, The Pagne Noir from Bernard Dadier, because after reading that book, I thought about my childhood when I was 10 years old. I've already sent a picture. I hope that you are going to see that picture. And that picture, I was 10 years old, and I was trying to wrap the learn curve by the way our mom used to do. And this tout au long de mon parcours. Ça a été pour moi un symbole d'authenticité. Authenticité. Je lâche le mot. Authenticité parce que c'est ce mot-là, c'est ce sur quoi nous devrions nous appuyer, nous femmes, pour nous assurer que nous avons les outils nécessaires pour relever les défis qui sont les nôtres au jour d'aujourd'hui. Alors, quand on m'a demandé de parler des éco-responsables, je me suis souvenue des bruits répétés et précis de mon oncle Banyé. Banyé était le tisserand de ma grand-mère. Chez nous, toutes les femmes ont un tisserand attitré auquel elles font appel à des périodes bien particulières pour produire des pièces rares, des lingots d'or pour nous, parce que le pagne tissé est une valeur refuge, un investissement. Donc ma grand-mère faisait appel à mon oncle Banyé à l'approche des baptêmes et des mariages. Il installait son métier à tisser dans l'enceinte même de notre concession familiale. Du matin au soir, Banyé faisait passer les mains de gauche à droite pour tisser des objets d'art. Et ces objets d'art, ma grand-mère les offrait aux nouvelles mamans pour qu'elles puissent recouvrir les nouveau-nés et qu'elles puissent ainsi préserver la chaleur du ventre maternel. C'était une histoire de recréer en fait la chaleur du ventre maternel, symboliquement. Elle offrait aussi ses pagnes aux nouvelles mariées, car c'est avec ces pagnes que l'on recouvrait les femmes mariées lorsqu'elles rejoignaient le domicile conjugal. C'était comme un dernier tête-à-tête avec elles-mêmes avant de sauter vers l'inconnu, cet inconnu qu'on espère toujours enchanté, n'est-ce pas? Il y a un dernier moment de la vie qui nécessite que l'on déplie ses pagnes, c'est lorsqu'on accompagne les morts et que l'on recouvre le mort de ce pagne tissé pour l'accompagner vers sa dernière demeure. Et c'est ainsi que le pagne devient un symbole thérapeutique, a une vertu thérapeutique, parce que je me souviens, moi, au décès de ma grand-mère, me recouvrir de ce pagne comme pour m'inoculer par voie cutanée le souvenir de ma grand-mère et garder quelque chose d'elle et pouvoir mieux supporter vraiment la douleur du deuil. Vous l'aurez compris, j'ai été bercée par les symboles. Et les textes que j'écris, les poèmes que je publie sont en réalité parsemés de ces symboles-là. Dans mes textes, la calebasse symbolise la mer. Les montagnes russes symbolisent toutes les turpitudes auxquelles les femmes font face en tant que mères et dans leur trajectoire de tous les jours. La horde de louves symbolise le noyau dur des amis IES, auxquels vraiment on se cramponne quand la barque commence à tanguer. Et il est important de rappeler que chez nous, lorsqu'on vous dit « attache bien ton pagne », c'est une invite qui est faite aux femmes de se battre, mais de se battre ensemble pour relever les défis de leur temps. C'est ainsi que
J'ai voulu vraiment m'approprier ce pagne-là et vous proposer un poème. Un poème qui vous dira. Excusez-moi. Mon pagne à moi. Mon pagne à moi est une étoffe intérieure. Elle couvre la couche primaire de mon corps. Mon pagne à moi m'oblige à un devoir de mémoire. Mon pagne à moi me permet de faire face à toutes les turpitudes de la vie, car je sais qu'à ma naissance, je n'ai pas été enveloppée par un vulgaire morceau de papier, mais par une œuvre d'art qui a été tissée avec patience et amour. Mon pagne à moi est tantôt en soie, tantôt en laine, tantôt en fibre de coton. Car à travers mes périples multiples au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, j'ai appris à apprécier les étoffes des autres, à respecter le savoir-faire des tisserands venus d'ailleurs. J'admire le kilt écossais, le Punjabi indien, le Shuka Maasai de mes sœurs kenyanes, le pagne royal de mes plus que sœurs baoulées. J'admire ces pagnes parce que les femmes qui m'ont appris à nouer le pagne chez moi ont insufflé en moi, à travers ce geste précis, la valeur cardinale de l'ouverture. Mon pagne à moi sert à recouvrir mes sœurs qui viennent vers moi, tremblantes de fièvre, après avoir traversé l'orage, la grêle, la chaleur accablante. Mon pagne est alors symbole de sororité. Les plus grands scientifiques de ce monde ont pu éclore, non pas du fait de leur savoir très pointu dans leur domaine respectif, mais parce qu'ils avaient pu utiliser cette authenticité qui permet de faire éclore la créativité. Et en science, on a besoin de créativité, autrement on fait comme les autres. Vous l'aurez compris, dans tous mes voyages, dans toute ma carrière professionnelle, en tant que femme de chiffres mordue de lettres, je déplie mon pagne toutes les fois où j'ai besoin de me reconnecter avec moi-même. Alors, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous invite une fois de retour chez vous à déplier vos pagnes traditionnelles. Admirez les géométries variables que vous voyez sur les formes. Admirez les couleurs multiples. Admirez surtout les couleurs vives, excusez-moi. Admirez les couleurs vives. Déroulez vos pagnes tel un tapis rouge pour vous rappeler que vous êtes des perles. Et prenez la résolution ferme de toujours garder votre pagne sous votre oreiller, car la nuit, il vous parlera, il vous chuchotera et il vous portera bon conseil. Merci beaucoup et bonne fête des mères à tous. Merci de renouveler les ovations pour Soukeina Khan. Si nous avons eu le pagne noir de Bernard Dadier, eh bien, nous avons mon pagne à moi de Soukeina Khan. Et comme elle a dit, elle nous invite à d'étaler nos pagnes traditionnelles et à pouvoir admirer la beauté de ces pagnes. Mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui veulent des casques pour pouvoir suivre la version anglaise, vous pouvez lever la main, faire signe aux hôtesses et elles pourront vous faire parvenir cela. Nous allons à présent passer à notre deuxième speaker. Vous savez, mesdames et messieurs, le thème éco-responsable se veut être dans tout domaine d'activité. Et là, nous passons de la poésie à un domaine scientifique. Celui que je m'en vais vous annoncer, il est un expert de l'industrie pharmaceutique. Il est titulaire d'un diplôme en pharmacie de l'Université de Montréal, d'un master en marketing de l'ESCP en France et certifié niveau 2 de la méthode Benziger Thinking Style.
Il a fait sa carrière dans des multinationales de l'industrie pharmaceutique en France et en Afrique. Et aujourd'hui, il est entre autres le cofondateur de Expendis SAS, une entreprise qui est spécialisée dans le développement personnel en Afrique subsaharienne. Depuis 2024, il a été nommé conseiller économique, social, environnemental et culturel. Il est marié et père de 4 enfants. Je vais vous demander encore vos ovations pour recevoir notre deuxième speaker, Dr Aboubakar Tio Touré, pharmacien, enseignant, entrepreneur. J'ai 4 enfants. Parlant d'enfants, je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué que des enfants peuvent grandir dans une même maison, être élevés par les mêmes parents, avoir la même éducation pratiquement, mais avoir des personnalités complètement différentes. Aujourd'hui, je sais que c'est normal parce qu'on est chacun avec notre mode de pensée naturel. Je vais vous parler de 4 collaborateurs, donc des adultes cette fois-ci. On se réunit tous les lundis. Alors j'ai une présentation, alors on peut passer à la suivante. Donc on se réunit tous les lundis. Donc vous avez ici Zanga, Akissi, Dedi et Kadi. Zanga, c'est quelqu'un de perfectionniste. Il est très analytique, il est logique, il aime diriger. Ses décisions, il ne se base pas sur les sentiments pour prendre ses décisions, il faut qu'elles soient logiques. Il est perçu par ses collègues, par son entourage, comme quelqu'un d'un peu calculateur, un peu froid. Par contre, il est adoré de ses patrons parce qu'il est orienté objectif, il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Voilà. Quand il va en vacances, il va faire une analyse critique des différentes destinations et il va choisir la destination avec le meilleur rapport coût-qualité, parce que lui, les coûts sont importants. Ce n'est pas qu'il est avare, mais en tout cas, il aime optimiser. Voilà. À l'opposé, on a Kadi, qui est plutôt, elle, empathique. Elle est harmonieuse, elle aime l'harmonie autour d'elle, l'harmonie aussi dans les couleurs, l'harmonie dans les notes de musique, elle est douée pour ça. Et elle, ses décisions sont plutôt guidées par les sentiments. Elle est même perçue un peu comme émotionnelle, sensible, un peu trop gentille. Par contre, ses employés, son équipe l'adorent. Ils sont prêts à tout pour elle. Pour aller en vacances, elle va plutôt choisir des destinations où elle a des amis ou de la famille. On a aussi Akissi, qui, elle, c'est la dame organisée, méthodique. C'est la reine des procédures. Elle aime les cadres bien établis. Il ne faut pas trop la sortir de ces cadres. Elle n'est pas prise de risque. Elle n'aime pas trop les changements. Donc les innovations, ne venez pas la fatiguer avec des idées trop neuves qui vont la changer dans sa routine. Elle est à l'aise avec la routine. Elle peut répéter des tâches identiques dans le temps facilement, sans problème. Alors elle est perçue par son entourage comme quelqu'un de loyal, de fiable, de productive. Par contre, on peut la trouver un peu rigide, un peu ennuyeuse. Elle, ses destinations de vacances, elle va choisir des endroits plutôt classiques. Et surtout, elle aura un planning du premier jour au dernier jour. Pas de place pour l'improvisation. Ces espaces sont toujours bien rangés. Si vous avez le malheur de bouger un crayon sur sa table, elle va le savoir. Parce qu'elle est dans les détails, elle est très sensible aux détails. À l'opposé, on a Dedi. Dedi, lui, c'est vraiment l'opposé d'Akissi. Lui, il est plutôt dans l'innovation, la créativité. Ses espaces sont plutôt désordonnés, mais dans son désordre, il se retrouve. Il a plutôt une vision spatiale des choses, une vision abstraite, il n'est pas dans les détails. Il ne faut pas l'enfermer dans des cadres, dans des procédures. Il est perçu comme quelqu'un d'un peu brouillon, un peu détaché, un peu distrait. Voilà, mais c'est son trait de caractère. Voilà. Donc à travers mes 4 collaborateurs, je vous ai décrit, on peut passer à la slide suivante, je vous ai décrit 4 types de personnalités. Et aujourd'hui, on est chanceux parce que pour
trouver nos personnalités, on a plusieurs méthodes qui existent. Vous avez peut-être entendu parler de MBTI, d'Insight ou de DISC. Ce sont différents outils, mais nous nous sommes intéressés particulièrement à la méthode de Catherine Benzinger, qui est une psychologue spécialisée en neurosciences. Elle est docteure en neurosciences. Elle s'est inspirée des travaux de Carl Jung, qui est un psychiatre du XXe siècle. Et elle a fait le lien, comme vous le voyez sur le graphique, entre les 4 modes de pensée et les zones du cerveau qui étaient stimulées. Donc c'est ainsi que vous avez la représentation ici des 4 lobes du cerveau et les différents modes de pensée selon les lobes qui sont stimulés. Donc on sait aujourd'hui, il est établi qu'on est avec un mode de pensée naturel. Je vais faire un petit sondage dans la salle, vous allez lever les mains, qui se retrouve dans la description de Zanga ici. Est-ce que vous pouvez lever la main? La description de Kadi. Ok, il y a un peu plus de mains. Celle de Dedi. Super. Et celle d'Akissi, en fait. Ok, il y a un peu plus de Dedi dans la salle. C'est intéressant. Je suis certain que parmi vous, plusieurs se sont vus dans plusieurs cases. Voilà, bon, c'est tout à fait normal parce qu'en grandissant, en prenant de l'expérience, on développe des compétences dans les différents modes de pensée. Et d'ailleurs, on peut aller à la slide suivante, notre personnalité est très complexe. C'est le résultat de plusieurs pièces d'un puzzle. Sinon, ça serait trop simple. Ce n'est pas aussi mathématique, même si nous, les scientifiques, on aurait aimé que ce soit simple, mais c'est plus complexe que ça. On est le résultat de plusieurs pièces du puzzle. La pièce principale, c'est notre mode de pensée naturel, mais se rajoute à ça notre culture dans laquelle on grandit, les valeurs qu'on nous inculque. En grandissant, on est influencé par des parents, on est influencé par l'éducation, par le système scolaire, qui est plutôt rigide dans le système francophone, donc des gens comme Dedi auront un peu plus de mal. On est influencé par plusieurs choses, qui fait que vous avez répondu ici, mais ce n'est pas forcément votre mode de pensée naturel. Vous avez peut-être développé un mode de pensée qui est dominant aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément le naturel. Il y a ce qu'on appelle l'adaptation. Donc, parce que les circonstances font que des fois on s'adapte à un mode de pensée qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas un problème en soi, parce que pour les croyants, Dieu nous a fait de telle sorte qu'on arrive à s'adapter, on a cette grande capacité. Le problème, ce n'est pas le court terme, le problème, c'est le long terme, où on peut avoir des impacts sur notre santé même, ou notre équilibre. Kadi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous vous souvenez, c'est la personne empathique, plutôt sociable. Elle a eu une bonne opportunité dans une banque. Donc au départ, tout allait bien, elle était au front office, conseillère clientèle, donc en contact avec les gens. Et suite à une restructuration, elle a été affectée dans le département conformité et contrôle. Donc comme vous l'imaginez un peu, c'est un département beaucoup plus rigoureux. Elle n'est pas en contact avec des gens. Elle épluche des dossiers où elle doit trouver la petite bête, dénoncer des gens, enfin en guillemets. Et ce n'est pas du tout en ligne avec ce qu'a dit que je vous ai décrit. Donc pour puiser son énergie, pour se ressourcer, elle avait cette petite routine tous les matins. Elle passait de bureau en bureau pour saluer ses collègues individuellement, taper la petite causette. Quand c'était l'anniversaire d'un de ses amis, enfin d'un collègue, elle achetait un gâteau. Elle faisait célébrer par tout le monde jusqu'au jour où vous imaginez que dans un tel département, on a plus des Zanga et des Akissi qui l'ont appelée pour la recadrer et lui expliquer qu'elle leur faisait perdre leur temps le matin en faisant son petit tour. Et voilà, c'était un département sérieux. Voilà, il fallait qu'elle arrête un peu ces histoires. Et donc, Kadi, comme vous pouvez l'imaginer, n'ayant plus de source d'énergie, alors il ne faut pas se tromper, elle était performante dans son boulot. Le problème, comme je vous dis, c'est avec la durée. Elle a commencé à fatiguer, avoir des migraines, à être absente au bureau, des absences de travail. Elle a fini carrément par un burn-out. Et figurez-vous que c'est son mari qui m'en a parlé parce qu'il savait un peu ce qu'on faisait. On a travaillé parce que, évidemment, ces impacts sont même à la maison, sont globaux. Donc on a travaillé. Aujourd'hui, Kadi connaît son mode de pensée naturel. Elle sait pourquoi elle se comportait de la sorte.
elle est rassurée parce qu'elle connaît les talents qui viennent avec son mode de pensée naturel, donc elle a regagné en confiance. Elle sait même pourquoi les personnes comme Zanga lui avaient fait ces reproches. Elle a compris qu'ils n'étaient pas forcément méchants, mais c'était juste leur mode de pensée. Et elle a décidé, bien sûr, de se faire affecter dans un autre département ou de quitter la boîte carrément pour aller vers quelque part de plus intéressant. Quand on travaille dans son mode de pensée naturel, on est épanoui, on ne fatigue pas, on va vite. Je ne sais pas si vous connaissez Ali Diarasuba, le célèbre journaliste de NCI. Il est passé à ma place ici, dans un TEDx l'année dernière. Il a raconté un peu son expérience. Très jeune, il voulait être journaliste, mais sa famille, comme ça arrive souvent, ne le voyait pas ainsi parce que ça ne rapporte pas assez, etc. Et lui ont plutôt demandé de passer le concours de l'INPHB. Il a passé le concours, il a réussi, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a même commencé les cours, mais au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Et il a eu le courage d'arrêter et de se dédier à sa passion. Et il fait cette citation que je vais partager avec vous. Quand on travaille dans quelque chose qu'on aime, on ne travaille pas, on s'éclate. Par contre, quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est une corvée. Bon, moi, je vous dis tout ça, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, mais à travers mon expérience qu'on vous a décrite dans les multinationales, j'ai fait l'objet de développement personnel, j'ai bénéficié de programmes. J'ai moi-même, en tant que dirigeant, développé des talents, développé des jeunes, et ça nous a donné, moi et mes collègues, mes amis, la passion du développement personnel. Donc il y a mon ami Abdoul Sakou qui est là, et mon autre ami William Kwadio Tiako qui est actuellement en déplacement en France. Et nous accompagnons dans ce voyage-là des jeunes qui ne savent pas quoi faire après le bac, ou alors des parents qui nous les emmènent parce qu'ils ne comprennent pas leur enfant, ils ne comprennent pas le jeune, il est bizarre. Et donc nous, on arrive avec ce travail à montrer leur mode de pensée naturel et à faire comprendre aux parents que cet enfant que tu trouves bizarre, ben voilà pourquoi il est comme ça, voilà les talents qui viennent avec son mode de pensée, et voilà dans quoi il peut s'épanouir. Il peut tout faire, mais voilà dans quoi il peut s'épanouir et dans quoi il aura un peu plus de problèmes. On accompagne aussi des adultes dans leur vie personnelle, dans leur carrière, pour leur développement même de leadership. On accompagne aussi des organisations et des équipes de travail pour aider à mieux se connaître et mieux collaborer, même dans les recrutements. Et comme vous le voyez, les applications sont diverses et les implications. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que, vous l'avez vu à travers les exemples que j'ai donnés, on a tous des modes de pensée différents, des personnalités différentes. Il faut les accepter, il faut les respecter. Aucune n'est supérieure à l'autre. Vous imaginez une équipe de foot avec 11 Didier Drogba. Bon, ce n'est pas forcément un bon exemple Didier Drogba parce que lui, il est très fort, mais 11 Messi, par exemple, je pense que 11 Messi n'aurait pas donné la carrière, n'aurait pas fait le palmarès de Barça aujourd'hui. On a besoin de tout. Comme dans une équipe de foot, on a besoin d'un bon défenseur, d'un attaquant, etc. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'est jamais trop tard pour découvrir ses talents naturels et son mode de pensée naturel. D'ailleurs, je vous invite à exceller sans effort en découvrant vos talents naturels. Je vous remercie. Merci, Dr Aboubakar Thio Touré, pour cette intervention qui a un écho, je suis sûre, encore plus particulier au fond de chacun d'entre nous. Parce que j'ai envie de dire, qui n'est pas une Akissi, qui n'a pas un Zanga dans son entourage. Et puis bon, il y a ceux qui ont les 4 personnalités peut-être, des personnes qui sont des mix de tout ceci. Merci en tout cas, Dr Aboubakar Thio Touré, qui était notre 2e speaker pour cette édition 2025. Mesdames et messieurs, après un docteur, j'ai envie de dire une autre docteure sera sur cette scène. Elle est chiropraticienne et accompagnement en être bien. Docteur en chiropratique passionnée par l'équilibre sain, accessible à chaque humain. Elle est enthousiaste pour accompagner les petites et les grandes à vivre pleinement plutôt que de survivre. Elle pose un regard atypique sur votre quotidien pour l'amener à devenir qualitatif. Disponible sur Abidjan depuis à peu près 14 ans, elle accompagne ses patientes à se sentir bien
dans leur corps, dans leur cœur et dans leur tête, et aussi dans leur vie, en proposant des ajustements chiropratiques qui vont au-delà du simple soulagement de la douleur. Elle propose aussi des ateliers en groupe, personnalisés, en développement corporel, dénommés les temps de moi. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura une once d'un temps de nous avec Dr Adèle Ounzé, que je vais vous demander d'ovationner très richement pendant qu'elle nous rejoint ici, 3e speaker des conférences TEDx Abidjan 2025. Mes petites coquinettes d'amour. Si vous lisez cette lettre, c'est parce que je ne suis plus. C'est vrai, j'ai aimé ça. Je vais entendre peut-être encore des « Maman, viens m'essuyer les fesses !» La maternité, c'est quelque chose. Hein. J'ai appris comment faire, quoi ne pas faire. J'ai appris aussi à apprendre. Et j'ai appris à désapprendre. Oui, mes filles, je me permets ce petit mot, je l'invente, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai tellement dû inventer dans la maternité que je ne vois pas pourquoi je ne me le permettrais pas. Moi, j'ai appris à inventer. Avant, je dansais la nuit. Ensuite, j'ai appris à danser la nuit pour baisser un bébé. C'est quand même différent. Et comme aujourd'hui, c'est la fête des mères, je vais me permettre de vous dire merci à vous, mes filles, parce que vous m'avez autorisé à maturer à l'intérieur de moi avec beaucoup de patience. C'est sympa. Et comme je suis une maman, je vais me permettre des conseils de vie, parce que sinon, les mamans, ça sert quand même à ça. Donc là, vous rentrez dans une phase que je dirais est spéciale. Mais pas genre Ibiza est spécial. Non, plutôt genre deuil. Oui, c'est complexe. Oui. Et ce mot-là, il est un peu sournois parce qu'il est court, il se prononce vite, donc on se dit ça va, ça passe bien. Eh ben non, c'est une période qui est longue, une période qui est dure. Ça n'a rien à voir en fait, le mot. Mes filles, je vous conseille de le renommer. Appelez-le plutôt... Non, j'ai pas de mots, je peux pas inventer. Alors, je vais plutôt faire une phrase. Ouais, ça serait peut-être plus avoué. Mettons moment dédié à la cicatrisation d'une blessure émotionnelle. Non, rajoutez aussi béante et suppurante. Là, vous êtes bien. Là, vous êtes bien dans le deuil. Là, on est bien. Mais mes filles, bien que ce soit la vraie définition du deuil, j'ai pas peur pour vous. Déjà, parce que je vous ai faite. Donc, je sais que vous êtes parfaite. Oui, humaine, c'est pareil, c'est le même mot. Et puis aussi parce qu'à l'intérieur de vous, parce que vous êtes humaine, vous avez déjà tout en fait. Tout y est. Juste ne tombez pas dans les écueils. Par exemple, le temps. Le temps, vous allez pouvoir tout guérir avec le temps. Non. Le temps, lui, il passe. Lui, il s'écoule. C'est son travail, c'est de passer. La cicatrisation, ça, c'est le corps qui le fait. C'est l'intelligence innée. Vous vous êtes déjà égratigné ? Avez-vous même réfléchi ? Oui, le zinc, viens te placer là. Le calcium, avance ici. Non. Ça se fait tout seul. Vous n'avez rien à penser. La cicatrisation, c'est de l'intelligence innée. Le temps, c'est un autre facteur de cicatrisation qui est utile, qui coule, mais qui ne fait rien. Donc, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que vous pourriez faire par vous-même ?
Bon, déjà, il vaut mieux que vous soyez en vie, hein, parce que ce n'est pas un corps mort qui va cicatriser, ça c'est clair. Mais vous êtes en vie, donc... Ah, là, je pourrais peut-être vous aider. Quitter la survie. Qu'est-ce que c'est? Bon, mes chéris, on en avait déjà parlé pourtant. On voit les 4 généraux. Fuir, on court bien, se battre, ça on imagine bien. S'immobiliser, oui, parce que quand vous prévoyez, quand vous vous imaginez le lion là, qui respire avec ses naseaux juste là, vous respirez plus, vous attendez, vous vous immobilisez. Et puis faire plaisir. Tiens lion, prends ce steak à ma place. J'espère que ça passera. Tu m'aimes bien maintenant? Je ramène un autre? Allez, je ramène un autre. Oui, ça marche bien. Ces 4-là, mes chéris, ça va aussi vous amener à vous comporter différemment. Dès que vous êtes en survie, c'est un petit interrupteur, flip, il est on. Ah bah ça y est. Je me comporte comme ça. Non mais ça va plaire, non mais ça va passer, non mais si, non mais il faut que je cours. Votre comportement a déjà changé, mes chéris. Est-ce que vous croyez que c'est pendant que vous courez que vous allez cicatriser? Votre corps, il a autre chose à faire. Il ne va pas commencer à dire « oui, je digère, oui, je vais dormir ». Non, il est occupé en fait. Donc c'est bien ça le problème. Cicatriser, c'est faisable, même pour une blessure invisible. C'est juste qu'il faudrait être dans le bon espace, dans le bon état pour cicatriser. Et ce bon état, c'est la vie plutôt que la survie. Mes chéris, regardez un petit peu. La difficulté, c'est que la survie, c'est efficace. On persiste, on perdure. Et cet interrupteur, même si on sait, il peut redescendre et devenir off, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, ni même qu'on est motivé au début. Et puis, des fois, il y a le déni. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de survivre, qu'on court tout le temps, qu'on se bat tout le temps, qu'on a arrêté même d'être nous-mêmes tout le temps. Ça, c'est vrai. Un peu comme quand quelqu'un a une mauvaise haleine, il ne se rend pas toujours compte. Il faut maintenant sauter le déni et se dire « où est-ce que j'en suis ?» Oui. Mes chéris, je vous encourage. Votre phase de vie est spéciale du deuil, cette blessure invisible que vous ressentez si profondément à l'intérieur de vous, qui est si douloureuse. Prenez un temps pour vous observer et voir où vous en êtes. Elle peut être guérie. Et c'est peut-être là que vient l'aide extérieure. Parce que cicatriser, vous savez le faire à l'intérieur. Le temps, il passe avant nous, après nous, ça ne change rien. Alors l'aide extérieure, c'est pour passer de la survie à la vie. Et oui, je vous avais déjà parlé, les filles, de ma pote Edith. Si, la pilote. Elle est commandante de bord, ça va. Plus gros avion pour une famille ivoirienne, moi je suis fière. C'est vrai. Elle a un cerveau méga sexy. Eh bien, Edith, elle ne pilote pas seule. Même quand c'est son avion, elle a une équipe au sol, elle a la tour de contrôle qui lui dit « ready for take-off ». Et ensuite, elle vole. Une autre tour de contrôle qui lui dit « attention, madame ». Et on dirait qu'il y a un avion qui est en haut là-bas. Elle dit « roger that ». Et ensuite, elle atterrit. Elle a eu une équipe. Il y a même quelqu'un qui a vidangé son moteur. Son moteur. Mes chéris d'amour, je vous aime tellement, je sais que vous êtes de bons pilotes. Vous êtes les pilotes de votre propre vie. Soyez bonnes pilotes. Ayez des équipes. Mileva Einstein l'a déjà dit. Un problème sans solution, c'est que c'est un problème mal posé. Moi, vous le savez,
j'ai été chiro de A à Z prime. C'est ma passion. Accompagner les gens, être sûr qu'ils se sentent le mieux possible dans leur corps, dans leur cœur, dans leur être, que ces douleurs invisibles, qui ont des conséquences visibles, puissent s'apaiser. Vous savez, vous pouvez chercher de l'aide partout, les filles. Allez où vous voulez. Mais si j'avais été philosophe, je me serais demandé si, finalement, la vie, est-ce que ce n'est pas ce moment parfait pour cicatriser toutes nos blessures émotionnelles? Merci à vous. Merci, mes chéris. Merci à Dr Adèle Nze, que je vais vous demander encore une fois d'ovationner. Alors, je ne sais pas pour les hommes de la salle, mais je pense que pour les femmes de la salle, nous nous sommes sentis comme les filles de Dr Adèle. Donc, les hommes, vraiment, je suis désolée, mais je pense que ce message s'adressait à nous et on l'a très bien compris. Merci infiniment à Dr Adèle Nze pour cette quatrième intervention. Mesdames et messieurs, nous avançons dans notre partage d'expériences éco-responsables. Et là, nous allons passer à un tout autre domaine, j'ai envie de dire. Parce que notre prochain speaker est project manager dans le domaine des mines et du pétrole. Entrepreneur social, lauréat du prix d'excellence de la meilleure organisation de jeunesse décerné par le président de la République de Côte d'Ivoire. Il est un professionnel passionné, titulaire d'un exécutif MBA en Project Management, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la santé, de la sécurité et de l'environnement, notamment dans les industries des mines et du pétrole. Il est fondateur de Youth Education, une organisation internationale de jeunesse, et il regroupe plus de 1000 jeunes engagés pour la promotion de l'éducation, l'engagement citoyen et le développement durable à travers l'Afrique et même au-delà. C'est aussi le créateur de Youth Media, un média innovant qui vise à promouvoir la jeunesse tout en luttant contre la désinformation. Il est lauréat de nombreux prix, comme je l'ai signifié. Il représente régulièrement la jeunesse africaine lors de colloques internationaux, plaidant pour des politiques publiques inclusives en faveur des jeunes générations. Je pense que cette fois-ci, ce message va beaucoup s'adresser aux jeunes, en tout cas on l'espère, et je vais vous demander des ovations bien riches pour accueillir Franck Gauzet, notre speaker sur les conférences TEDx Abidjan 2025. Je vais demander à la salle d'acclamer les mamans, c'est la fête des mères aujourd'hui. J'ai parlé de maman parce que je viens aujourd'hui parler de ma mère et ma vie. Donc, je suis né d'une mère qui avait 15 ans, donc je suis né d'une maman qui avait 15 ans quand elle portait ma grossesse, et mon père, lui, qui avait 16 ans, donc de 2 enfants adolescents. Ça a été très difficile parce que ma mère, qui était, elle, fille de conseiller pédagogique, a été renvoyée de la maison, donc dans la rue, parce que pour lui, c'était une honte d'avoir une grossesse à 15 ans. Voilà. Et pour elle, c'était difficile parce que ce n'est pas une grossesse qu'elle avait désirée, ce n'est pas une grossesse qu'on l'encourageait à garder. Donc ma mère m'a plusieurs fois expliqué qu'elle a reçu une pression pour non seulement me ôter la vie, ou elle faisait honte. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'il s'agit de mon enfance douloureuse. Et en ce moment-là, la jeune fille s'est retrouvée à la rue, traînant avec ses camarades. Et je pense que là, elle a été prise par l'un de ses oncles qui l'a ramenée chez lui jusqu'à ce que je naisse en tant que... Et j'étais bébé comme ça, très beau garçon. Voilà. Et ce très beau garçon, j'avoue qu'on m'a dit que quand mon grand-père a vu cette photo, il m'a traité de vilain. Parce qu'il n'était pas content que je sois né. Il a dit un beau garçon comme ça, vilain donc. Et je pense qu'après beaucoup de médiation, ma mère est revenue à la maison
mais c'était encore la catastrophe pour elle, parce qu'à chaque fois que ce joli garçon-là pleurait, on l'insultait. Voilà, on l'insultait, et un jour, elle m'a lâché, et elle m'a laissé, elle a fui, elle a disparu. Donc là, je n'ai plus vu ma maman. Seul, dans un environnement qui n'était pas favorable pour moi, parce qu'on m'appelait le vilain, tout ce qui était mauvais, c'est à moi qu'on attribuait. Tout petit, j'ai commencé à sentir cette pression sociale-là et ce manque d'amour autour de moi. Ma grand-mère maternelle, à qui mon grand-père accusait d'avoir mal éduqué sa fille et qui a eu cette grossesse-là, avait peur. Et elle me lavait en cachette, elle s'occupait de moi en cachette. Et c'est comme ça que un jour, moi aussi, je décide de quitter la maison étant petit et d'aller aussi à la recherche de ma maman. Une maman que je voyais souvent dans des maquis, je crois qu'elle avait 16 ans, dans des maquis, en train de boire avec ses amis. Une maman souvent que je voyais dans des situations trop difficiles. Et moi qui étais petit, elle me disait toujours, retourne à la maison. Ce n'est pas le lieu où tu dois être. Tu ne dois pas être ici. Parce que très souvent, c'était tard la nuit. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi je vivais tout ça. Quand je rentrais à la maison, c'était compliqué. Quand je retrouvais ma maman, je la voyais aussi dans une situation compliquée. Et c'est comme ça que quelques mois ou quelques années plus tard, on m'annonce le décès de mon père, je crois qui est décédé à la vingtaine, je crois 21 ans ou 20 ans. Et du coup, j'avais quand même un espoir. Je recherchais mon père, mais quand on m'a dit qu'il est décédé et qu'il n'a pas eu une longue vie, j'ai commencé à me poser des questions à moi-même. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et cela a créé un vrai déséquilibre dans mon parcours scolaire. Je n'arrivais pas à aller à l'école. Et là, à ce moment-là, je pense que ma mère est tombée gravement malade et un monsieur l'a envoyé à Abidjan pour une opération. Et après l'opération, moi je suis venu, j'ai demandé, je me rappelle, j'avais 15 ans quand je prenais le car, je crois 14-15 ans quand je prenais le car à la recherche de ma mère à Abidjan, parce qu'on m'avait indiqué là où elle pouvait se trouver. Et quand je retrouve ma mère malade, je crois qu'on lui a organisé une cabine téléphonique pour pouvoir prendre soin d'elle-même et de pouvoir aussi quand même avoir de quoi manger. Et en ce moment-là, je restais avec elle, j'ai décidé de ne plus retourner chez mon grand-père et de rester avec ma mère. Et quand le monsieur qui aidait ma mère a vu que ma mère, en plus d'être un poids pour lui, était avec son enfant, il a décidé alors de lui trouver un studio pour qu'elle puisse vivre avec son enfant. Et c'est comme ça qu'à partir de cette cabine-là, ma mère et moi commençons vraiment à se chercher, à réfléchir. Et moi, je n'avais jamais pensé que j'étais la solution. Jamais. J'avais jamais pensé. J'étais toujours là en train de gérer la cabine. Et elle avait un ami qui m'a mis à l'école. Et quand il m'a mis à l'école, ma mère a rencontré un monsieur. Et quand elle rencontre le monsieur, elle me fait savoir que le monsieur veut l'épouser et tout. J'ai dit, ah, Dieu merci, au moins, la vie de ma mère sera un peu équilibrée. Mais malheureusement, après leur mariage, 8 mois après leur mariage, le monsieur va dans sa famille un week-end et il décède. Donc, imaginez-vous, on était à la cabine et quand le monsieur épouse ma mère va vivre chez le monsieur avec moi. Donc, quand même une vie un peu stable. Mais 8 mois plus tard, le monsieur décède. Et on connaît les familles en Afrique. On décide de nous chasser et on revient encore à gérer la cabine. Il faut rechercher non seulement le bénéfice pour travailler, et c'était compliqué. Et je ne comprenais pas tout ça. Je ne comprends pas pourquoi, depuis ma naissance, la vie s'acharnait contre moi. Je ne comprenais pas. Et je demandais à ma maman, mais pourquoi ça se passe comme ça? Elle me disait qu'elle ne comprenait pas et qu'elle n'avait pas la solution. Elle ne savait pas quoi dire. Et c'est comme ça que, un jour, je vois ma mère en train de vomir. Je l'accompagne à l'hôpital. Elle me dit, mon fils, le monsieur qui est décédé là, apparemment, je porte sa grossesse. Et on me dit que la grossesse est avancée et que j'aurai une fille. Là, ça créait un choc. Je me suis dit, mais écoute, j'arrive même pas moi-même à prendre soin de moi. Ma mère n'arrive pas à prendre soin d'elle. Encore un deuxième enfant, sans assistance. Mais je n'avais toujours pas su que la solution devrait venir de moi. Donc j'ai dit à ma mère, bon, écoute, on va s'organiser. J'étais très jeune, j'ai dit on va s'organiser, on verra quoi faire. Elle m'a dit non, mais écoute, on va suivre ce que les médecins disent et on verra. Et c'est comme ça que ma mère qui gérait une cabine, moi je continuais à l'école, je crois que j'étais en première, seconde ou terminale, je ne sais plus.
parce que j'ai stoppé les cours à partir de là. Un jour, pendant que je revenais avec mes amis, j'avais oublié que c'était la rue dans laquelle ma mère gérait sa cabine. Et on était en train de discuter en tant que jeunes. Et c'est comme ça que une voiture passe avec une vitesse et donc soulève la poussière. Et quand la voiture soulève la poussière, mon ami me tape à l'épaule et il me dit, Franck, tu sais, la vie est très dure. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis que la vie est dure? Il dit, regarde la femme là-bas. Il est 14 heures. Ma mère avait 8 mois de grossesse. Donc elle a tout le ventre devant elle. En train de gérer la cabine, elle dormait, elle était fatiguée à 14 avec la bouche ouverte. Donc la bouche ouverte, dans la poussière, vous voyez ce que ça peut faire. Donc le monsieur, mon ami me tape l'épaule, il me dit, la vie est dure parce que regarde la dame. Elle est enceinte, elle devrait être en train de se reposer, mais elle est en train de chercher de l'argent pour vivre. Et quand je me tourne, je vois ma maman. Et ça m'a choqué émotionnellement. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais écoute, j'ai dit à ma mère, je ne vais plus à l'école. Tu vas aller te reposer, moi je stoppe les études, je vais venir gérer la cabine. Ce qu'on va gagner, c'est ce qu'on va utiliser. Sinon, tu risques de tomber malade et je risque de te perdre. Elle a discuté, mais à la fin, elle a accepté. Donc j'ai arrêté les études et j'ai commencé à gérer la cabine. J'ai géré la cabine pendant des années. Et un jour, j'ai commencé à me questionner moi-même. On va aller au prochain slide. J'ai commencé à me questionner moi-même. Mon rêve était d'apprendre à l'école comme les autres, mais je n'arrivais pas parce que j'aimais l'école, je savais que j'étais créatif, que je pouvais apporter aussi des solutions, mais je ne savais pas. Je pensais que vraiment, il fallait l'école pour avancer. Et il m'arrivait souvent d'aller dans des écoles, m'asseoir dans la cour d'école, de regarder les autres aller à l'école et me sentir bien, juste parce que j'étais dans un environnement où les gens apprenaient. C'est comme ça qu'un jour, mon épouse, qui était ma camarade en ce moment, mon amie, avec qui j'ai discuté, je lui ai dit, écoute, moi je pense que j'ai beaucoup prié, je me suis parlé à moi-même, et une idée qui me vient à la tête, c'est d'apprendre 3 choses. Donc, de garder ma foi en Dieu et mes valeurs, d'apprendre l'outil informatique et aussi de maîtriser la langue anglaise. Les 3 idées me sont venues à la tête quand je me posais les questions sur ce que je pouvais faire. C'est comme ça que la première chose qu'est la prière, j'ai commencé à prier parce que je suis très grand croyant aujourd'hui. Je crois fermement en Dieu. Mes valeurs, je n'ai jamais envoyé de problème à la maison, je n'ai jamais fait des choses qui m'ont éloigné vraiment des lois de la société. Et je remercie Dieu parce que j'ai pu quand même garder ces valeurs-là jusqu'à aujourd'hui. Mais par rapport à l'apprentissage de l'informatique, je ne savais pas. Et un jour, je vais dans un cyber, je rencontre les propriétaires, je leur dis, écoutez monsieur, je veux être stagiaire, je veux apprendre, je veux travailler pour vous. Ils me disent, oh ok, on recherche quelqu'un pour taper. Mais est-ce que tu sais faire? J'ai dit non, je vais apprendre. Et les messieurs, quand ils ont vu que j'avais commencé à maîtriser, ils ont commencé à vouloir m'exploiter. Au point où tout le travail qu'on leur donnait, ils m'envoyaient pour que je tape. Pour eux, ils m'exploitaient, mais pour moi, je devenais un professionnel. Parce que je n'avais pas le temps d'apprendre ça à l'école, je n'avais pas les moyens d'apprendre ça à l'école. Et quand j'ai maîtrisé ça, j'ai revu mon amie, qui est mon épouse, et je lui ai dit, moi je vais aller au Ghana pour apprendre l'anglais. Elle était stagiaire, je crois qu'elle avait 35 000 comme prime de stage. Elle m'a filé des sous, j'ai pu mettre de l'argent ensemble, et j'avais 50 000. Je suis allé à la gare d'Est ici, j'ai pris le car à 20 000 le ticket. À la frontière, on m'a vacciné pour 8 000 francs, et je suis rentré au Ghana à l'aventure avec le reliquat, je ne sais plus, ça fait 22 000 ou combien, je ne sais plus. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, un jeune m'a récupéré par des circonstances que Dieu a permis et m'a gardé chez lui. Et j'ai demandé à ce jeune-là, mais où tu apprends l'école? Où tu apprends? Il m'a dit, il m'a montré son école et je suis une fois allé l'accompagner là-bas. J'ai vu une dame parler en français au téléphone dans une école où on était censé parler l'anglais. Je m'approche de la dame, je lui dis, madame, je veux qu'on fasse un deal. Permettez-moi, si possible, de nettoyer l'école, arranger votre bibliothèque, mais en retour, ne me payez pas, permettez-moi juste d'accéder aux classes pour apprendre l'anglais. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu viens d'où? Je dis, je viens de la Côte d'Ivoire. Elle était togolaise, mais elle avait marié un Ghanéen qui avait l'école. Et c'est comme ça que la dame me donne ma chance. Je commence à ranger ses bibliothèques, je nettoyais, et le matin, c'est-à-dire je nettoyais l'après-midi, et le matin, j'accédais aux cours.
Et vous savez, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de particulier. J'ai toujours su que je n'étais pas comme les autres. Et que je connaissais ma place. Du coup, je ne me mettais pas dans des groupes francophones. Parce que là-bas, on ne pratiquait pas l'anglais. Eux, ils recevaient l'argent des parents, mais moi, je recevais l'argent de personne. Donc, je me mettais toujours avec des anglophones. Je me rappelle que j'ai vu un ordinateur sur la table de la dame. J'ai dit, madame, je peux l'utiliser pour apprendre l'anglais parce qu'il y avait des logiciels pour apprendre. Elle m'a dit, vas-y, mais ramène l'ordinateur. C'est avec l'ordinateur que je passais toutes mes nuits à regarder des applications en anglais. À qui j'ai dit, how are you? Et l'ordinateur me dit, I am fine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, à maîtriser, à comprendre l'anglais. Et en 3 mois, imaginez-vous, la classe que j'étais venu, la classe que j'avais rejoint, on me prenait maintenant quand le professeur était absent. Et c'est comme ça qu'un jour, le professeur a eu une opportunité. Et on dit, mais il y a Franck qui peut enseigner dans cette classe. C'est comme ça que je suis rentré. C'est comme ça que je suis rentré en tant que quelqu'un qui devait nettoyer à quelqu'un qui est devenu un formateur de classe. Donc là, j'ai arrêté de nettoyer. Et j'ai commencé à prendre confiance en moi. Donc, les 3 cases, la première qui était la prière, les valeurs, l'outil informatique et l'anglais étaient déjà corrects. Mais vous savez, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à faire du bénévolat depuis le Ghana. La première photo, je me rappelle, je suis allé dans une école, je leur ai dit, comme je parle un peu anglais, je veux former vos enfants, je veux former le français à vos enfants gratuitement. Ils m'ont dit, oui, tu peux venir. Et j'ai commencé à former les... Parce que je crois en donner. Je crois au fait que donner est quelque chose de primordial pour que j'avance. Donc j'ai commencé par former gratuitement là-bas. Et après, je pense que j'ai décidé j'ai épousé mon épouse et on a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire parce que je parlais anglais. J'avais pu avoir des certificats en gestion de projet. Et pour moi, j'étais prêt quand même à servir en Côte d'Ivoire. Et quand je viens, par la grâce de Dieu, je rejoins 900 en sécurité en tant que responsable commercial. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'on me demandait de sélectionner des commerciaux. Et là, j'ai décidé d'utiliser des agents de sécurité pour devenir des commerciaux. J'ai expliqué à mes responsables qui étaient français, qui sont toujours là. Je leur ai dit, parmi les agents, parmi les vigiles, il y en a dedans qui ont des diplômes, qui sont vraiment calés, mais ils n'ont eu que ça à faire. Si on commence à demander, ça va nous aider à aller plus vite parce qu'ils maîtrisent le produit, ils sont eux-mêmes le produit. Et comme ça, on a fait vraiment un gros truc. Et c'est comme ça qu'un jour, je vais par exemple pour servir 911 dans une mine à Persus. Et je vais là-bas en tant que responsable commercial pour une offre que je devais écrire et proposer. Et quand je parle, c'est là que j'ai compris pourquoi l'idée des 3 valeurs qui étaient, l'idée des 3 choses à respecter qui étaient les valeurs, qui étaient l'outil informatique et l'anglais, était vraiment quelque chose qui allait m'aider dans ma destinée. Quand je vais la première fois dans les mines, moi je vais en tant que responsable commercial pour une agence de sécurité. Mais quand je fais le rapport commercial que je devais délivrer au patron. Quand il m'entend parler, il faut dire aussi que j'ai fait le reporting en gestion de projet, en report projet. Donc quand je fais le report, le monsieur me dit, mais le jeune, il comprend le projet. Ce n'est pas forcément un commercial, c'est quelqu'un qui maîtrise les étapes de la gestion de projet. Et puis j'entends en anglais, et si on le recrutait? C'est ce qu'il dit, est-ce qu'on le recrutait? Parce que je sens que le jeune, il comprend, c'est des Australiens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Et ils ne savaient pas que je parlais anglais. Donc quand on finit de parler, j'entends ça en anglais. Après, j'ai l'inspiration de continuer ce que je faisais en anglais. Donc je commence à refaire mon reporting, cette fois-ci en anglais. Et quand je fais en anglais, le monsieur, il dit à son voisin, il me dit, mais je te dis, si tu ne recrutes pas ce jeune-là, toi-même, il faut le recruter. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'Icopodium, qui est l'une des plus grandes multinationales dans les mines pétrole. On construit des plateformes. En tant que d'abord stagiaire, j'ai fait 11 ans, j'ai fini là-bas en tant que senior en santé et sécurité, donc directeur des départements. Et voilà. Et le prochain slide. Et je ne me suis pas arrêté là. Je me suis posé la question. J'ai dit, mais écoute, tu viens de quelque part. Tu viens d'un monde où il n'y avait pas l'éducation. Tu as manqué de tout. Si tu gagnes tout ça aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit pour toi-même. Je pense vraiment que c'est pour les autres. C'est comme ça que je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, Franck, tu dois aider les autres
à maîtriser ce chemin que tu as appris et à pouvoir aussi s'en sortir. Et c'est comme ça que je crée Youth Education, avec qui je réunis les jeunes, je les forme en leadership, en développement de projets. On se met ensemble, on refait des écoles, on refait des hôpitaux, et je commence à vraiment faire valoir le talent des jeunes à travers tout ce qui est travaux de développement, projets de développement, et les jeunes commencent à se sentir responsables et commencent eux-mêmes aussi à développer d'autres choses. Aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de jeunes qu'on a dans l'organisation, qu'on a formés. Et aujourd'hui, je m'appelle Franck Gauzé, mais je vois beaucoup de Franck Gauzé. Avec les jeunes, on scolarise tout un village. On a décidé de ne pas laisser un enfant à la maison, parce que moi, j'ai manqué d'éducation. Donc, il faut que maintenant, je donne l'éducation aux enfants. Et pour les jeunes, quand ils deviennent mentors des enfants, ils deviennent eux-mêmes responsables. D'où le thème éco-responsable. On va au prochain slide. 5 ans plus tard, je comprends que j'ai des jeunes. On va au prochain slide. 5 ans plus tard, je comprends que j'ai des jeunes qui sont devenus responsables, mais pour moi, ça ne suffit pas. Je prends sur moi d'ouvrir un centre d'incubation et d'insertion des jeunes. J'ai ma maman Nena ici dans la salle qui, la première fois à l'ouverture du centre, est venue me bénir, je me rappelle, et elle a dit ces paroles. Elle a dit, ce centre-là va avoir l'impact et ça va t'envoyer très loin. Aujourd'hui, je vois où le centre est. J'ai 4 centres. On a 4 centres en Côte d'Ivoire, un centre à Bouaké, un centre à San Pedro, un centre à Daloa et un centre à Abidjan. Chaque 6 mois, c'est 500 jeunes que nous formons, avec 90% d'insertion. L'État de Côte d'Ivoire nous fait confiance à travers l'Agence Emploi Jeunes. La GIZ, à travers Invest for Job aussi, est notre partenaire privilégié. Et on a développé aujourd'hui vraiment une expertise dans l'insertion des jeunes. Voilà, donc on va aller au prochain slide. Et tout mon engagement, je ne me suis pas encore arrêté. Je me suis dit, l'information qui tourne aujourd'hui, on se plaint très souvent de l'information que reçoivent les jeunes. Mais ici, nous-mêmes, nous créons un média citoyen qui montre aux jeunes les opportunités, qui les forme et qui permet qu'ils évoluent. Donc, vous pouvez aller sur le site internet qui s'appelle www.youthmedia.net où les jeunes ont les opportunités que les institutions proposent, que les ministères proposent et ont toutes les informations pour qu'ils soient vraiment, pour qu'ils puissent se développer tous les jours. Toutes ces actions, pendant ces années, aujourd'hui c'est une dizaine d'années que j'ai créé ces projets, m'ont valu, comme l'a dit la modératrice, le prix d'excellence. On va aller au prochain slide. Le prix d'excellence de la meilleure organisation délivrée. Ce prix d'excellence que j'ai pu remettre à ma maman. Et je lui ai dit, je me rappelle, j'ai une photo sur mes réseaux avec ma maman où je lui ai dit, maman, voilà, aujourd'hui, pour nous qui avons été abandonnés, voilà pour toi qui t'es battu, qui n'a pas accepté que je ne sois pas en vie. Voilà, aujourd'hui, le président de la République te donne ce prix-là. Ce n'est pas à moi qui donne, c'est à toi qui donne. Et ma maman, ce jour-là, elle était vraiment émue et elle a compris que garder la vie, c'est important. Et aujourd'hui, elle est fière. Prochain slide. Bon, les prix j'en reçois chaque année plusieurs, j'avoue. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est possible et que la solution est en nous. Voilà. Le jour où j'ai pensé comme ça, c'est le jour où j'ai eu la direction pour être le Franck Gauzé que je suis aujourd'hui. Je vous remercie. Quelle histoire de vie, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut faire encore des ovations bien nourries pour notre speaker Franck Gauzé? L'histoire d'un homme qui a été un jeune, enfant de parents très jeunes et qui aujourd'hui mène des actions pour les jeunes. Mesdames et messieurs, je pense que cette histoire, cette intervention fait un écho favorable, responsable, pas que dans le cœur des jeunes ce soir, mais dans le cœur de toutes les personnes qui sont ici. Merci infiniment à notre speaker et nous allons continuer notre voyage à la découverte des éco-responsables et nous parlons de jeunesse, nous parlons d'éducation
Nous allons nous retrouver avec un autre speaker qui est aussi un érudit de ce milieu-là. Il est un spécialiste de l'éducation avec plus de 15 ans d'expérience, actuellement chef du bureau et représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Il a travaillé sur des projets innovants dans le monde entier et son engagement en faveur d'une éducation inclusive de qualité lui a permis de jouer des rôles à haute responsabilité au sein de l'UNESCO, notamment en Afrique, en Asie et aussi en Europe. Il est diplômé en coopération internationale. Il est également un acteur clé du renforcement des partenariats mondiaux en faveur de l'éducation, de la science et de la culture en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, il est aussi reconnu pour sa connaissance très approfondie des écosystèmes de développement et pour sa vision globale des politiques éducatives. Celui que je suis en train de vous présenter n'est nul autre que notre avant-dernier speaker, Mame Omar Diop, que vous allez ovationner très chaleureusement pendant qu'il nous rejoint ici pour son intervention. Merci. Donc aujourd'hui, je propose de voyager avec vous à travers un vaste champ qui est porté par un concept qui fait notre actualité. Je veux parler de la transformation de l'éducation. Mon objectif n'est pas de vous convaincre, mais j'aimerais, en tout cas c'est mon souhait, c'est d'ouvrir ce concept, de l'expliciter pour que chacun d'entre nous ici soit clair et puisse avoir une position personnelle. Et quand on parle de transformation de l'éducation, la question qui m'a été posée par ma fille, parce qu'elle suit de près mon activité professionnelle, c'était de me dire, papa, mais c'est quoi la transformation de l'éducation? J'en entends tout le temps parler. Dans la salle, est-ce que juste 2 personnes, quelqu'un peut me dire c'est quoi la transformation de l'éducation? Merci, merci madame. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par là. Une approche holistique, une éducation inclusive, des infrastructures, les enseignants et autres. Mais si nous nous intéressons étymologiquement au mot transformation, parce qu'on l'entend partout, on parle de transformation énergétique, on parle de transformation sociale, transformation numérique, mais si on s'intéresse au mot transformation, il nous vient du latin et il est composé de 2 mots. Transformare, c'est trans et formare. Trans veut dire aller au-delà, à travers. Et formare, c'est former, donner une forme. Donc la transformation, c'est de former d'un état initial à un état qui est voulu. C'est comment là-bas? C'est comment là-bas? De là, on va se poser la question, mais pourquoi faudrait-il transformer l'éducation? Le monde est très évolué. Le monde avance vite et très vite. Nous avons fait beaucoup de progrès. Et ces progrès majeurs sont accompagnés de paradoxes. Parce qu'il y a beaucoup de fractures qui font l'actualité, qui ont émergé. Je veux parler de là. Nos gouvernements ont réussi à électrifier la majeure partie de nos territoires au niveau national. Et quand on regarde cette électrification, par exemple, l'énergie qui est utilisée, c'est de l'énergie fossile. Le paradoxe, c'est que cette énergie fossile qui améliore nos vies fait en même temps, provoque en même temps le changement climatique. La technologie a beaucoup avancé. On parle de connectivité, on parle de 5G, on parle de plusieurs choses quand on parle de technologie. Mais de la même manière aussi, il y a une rupture numérique très exacerbée où des personnes n'ont pas accès à ces
cette technologie à l'information. Je peux continuer comme ça. La liberté d'expression. La liberté d'expression est défendue, promue, mais en même temps, on fait face à une flambée phénoménale de fake news, de deepfake et de discours de haine. Ces paradoxes alimentent des ruptures. Et on se rend compte que l'école, telle que nous la connaissions, ne forme plus le citoyen qui est adapté à ce monde que nous vivons. Et donc la transformation de l'éducation aiderait à corriger ce gap, ces fossés qui sont creusés et donner aux citoyens la possibilité de faire face à ces défis-là. Je vais juste rappeler les fondements de l'éducation. Quand on parle de l'éducation, on aime bien prendre exemple sur Jacques Delors dans son rapport qui est connu sous le nom de la Commission Jacques Delors 1996, qui identifie 4 piliers. Ces 4 piliers, le premier c'est apprendre à connaître, le second c'est apprendre à faire, le troisième c'est apprendre à être, et le quatrième c'est apprendre à vivre ensemble. Mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait plus. Il fallait regarder l'éducation et permettre aux élèves qui sont très informés, qui ne ressemblent plus aux élèves que nous étions nous dans le passé, parce qu'on avait une source qui était l'enseignant, mais les élèves maintenant manipulent l'information parce qu'ils y ont accès. Cet élève-là, il a changé. Et qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place, et ça a fait la réflexion de plusieurs couches, qui a été lancée par, bien sûr, l'UNESCO, avec beaucoup de partenaires, des réflexions, des consultations à une échelle élargie. Et donc, je rejoins madame qui m'a parlé d'un système holistique où il y avait plusieurs parties prenantes. D'habitude, quand on parle de l'éducation, c'est des chercheurs, des académiques, des éducateurs qui donnent les pistes. Mais cette fois-ci, l'UNESCO a dit, au-delà de ces chercheurs et de ces académiques, on va aller consulter aussi la société civile. On va consulter les artistes. On va consulter les minorités. Je vous donne un exemple. Moi-même, j'ai conduit ces consultations en Inde, où j'étais basé, à New Delhi, où j'ai pris des sourds et des muets que j'ai mis ensemble pour leur demander la question simple: comment est-ce que vous voyez l'éducation dans les 50 prochaines années? J'ai fait le même exercice avec des artistes peintres. On l'a fait aussi avec des académiques, des chercheurs. Et tout cela a été mis dans un seul rapport. Et ce qui est ressorti, c'est que nous devrions revoir nos rapports entre nous, mais aussi nos rapports entre nous et notre planète, et nos rapports entre nous et la technologie. C'est ce qui est ressorti. Et en somme, on en vient à ce que Dr Adel avait dit tout à l'heure: apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, être acteur de son apprentissage, où le rôle de l'enseignant va évoluer vers un facilitateur de l'apprentissage. Et comment est-ce qu'on y arrive? Bien sûr, il faut plusieurs actions concrètes à différents niveaux. Je vais les citer très rapidement. Il nous faut des réformes curriculaires. Quand on dit curriculum, beaucoup pensent que c'est le programme éducatif, mais il va au-delà du programme éducatif. Il s'intéresse à l'enseignant, il s'intéresse à son profil, à sa place, et il s'intéresse aussi à l'infrastructure. On ne peut plus avoir des classes où les gens sont assis, font face à un enseignant qui parle et un tableau. Non. On doit avoir des classes qui puissent reproduire la collaboration entre élèves, ainsi de suite. Il nous faut la formation des enseignants pour qu'ils ne soient pas en marge de ces évolutions que j'ai citées tantôt. Il nous faut la mobilisation de tous, donc les élèves, les parents d'élèves, les collectivités et toutes les franges de la population. Et un dernier élément qui est très important, qui est le financement, l'investissement dans les systèmes. La plupart de nos pays, aujourd'hui, leur budget éducatif, 80% vont dans les salaires des enseignants et 20% restent pour l'investissement. C'est très petit. Il nous faut
explorer des mécanismes innovants de financement. Et vous me direz, qui seraient les acteurs de cette transformation? Ces acteurs-là, c'est vous qui êtes assis ici parce que nous sommes tous concernés. C'est les élèves parce qu'il faut entendre la voix des élèves parce que c'est eux qui reçoivent l'enseignement qui leur est donné, c'est eux qui font face à des défis. C'est les enseignants parce qu'il faut entendre leur voix, leurs conditions de travail, leur formation, ainsi de suite. Mais c'est aussi les décideurs politiques parce qu'ils doivent mettre en place des politiques qui permettent d'avoir ces objectifs qui sont visés. Et aujourd'hui, je peux répondre aisément à la question de ma fille et je pense que la réponse que je lui aurais donnée, elle est toute simple. La transformation de l'éducation, ce n'est rien d'autre que d'apprendre les enseignements qui sont tirés du passé, les adapter au présent pour préparer mieux le citoyen de demain pour qu'il soit responsable, actif et compétent devant les défis auxquels il va faire face. Et tous, autant que nous sommes, je pense que toute action, toute petite, quelle qu'elle soit petite, toute action serait une action éco-responsable envers la scolarisation de tous. Et je rejoins Madame dans l'inclusion. Et je vous dis que ça commence ici, dans cette salle, avec nous tous. Je vous remercie. Mme Omar Diop, merci encore de faire des ovations bien nourries pour notre 5e speakers. Donc, il nous en reste encore 2 pour terminer notre marche qui fait écho dans nos esprits et au fond de nous, des échos aussi très responsables. Et mesdames et messieurs, on parle d'éducation et comme vous le savez, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Et un adage aussi dit très bien que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. J'utilise ces 2 phrases très significatives parce que celle que je vais vous annoncer, elle a 21 ans. À l'âge de 17 ans, elle a failli être contrainte d'interrompre ses études lorsqu'elle avait été promise en mariage. Et grâce au soutien de sa communauté et de ses professeurs, elle a échappé à ce mariage forcé. Forte de cette expérience, elle est aujourd'hui une étudiante brillante et engagée. Elle est passionnée par la communication et les droits en santé sexuelle et reproductive. Membre fondatrice de l'ONG Youth Health, elle mène des campagnes de sensibilisation pour garantir aux jeunes un accès équitable à l'information en matière de santé. En 2023 et en 2024, elle a été reconnue comme la 2e puis meilleure productrice de podcasts dans le cadre du programme Jeunes blogueurs de l'UNICEF. Mesdames et messieurs, à travers ces podcasts et ces actions de terrain, elle sensibilise sur la santé sexuelle et reproductive tout en promouvant l'égalité des genres. Je vous l'ai dit, elle n'a que 21 ans et elle fait partie des speakers de ce soir sur les conférences TEDx Abidjan 2025. Merci de faire des ovations plus que nourries pour Awaou Tigana, notre speaker, conférence TEDx Abidjan 2025. Il y a des dates que, malheureusement ou heureusement, que l'on n'oublie pas. La date d'un mariage ou d'un anniversaire, ou bien la date du 25 mars, la date dédiée à la fête des mères. Le 26 novembre 2022, c'est une date que moi, je n'oublierai jamais. Malheureusement, ce soir, aux environs de 23h, j'ai été mise à la porte de la maison de mes parents. Je n'avais pas commis d'atrocité, je n'avais pas fugué, mais on m'a dit, si tu ne peux pas te soumettre à nous, notre volonté, ce n'est pas à nous de nous soumettre à toi, ta volonté. Alors, prends tes affaires et quitte la maison. Alors, j'ai fait mes bagages et j'ai dormi dehors, chez les voisins. Tout a réellement commencé quand j'avais 16 ans. J'étais une fille brillante et j'étais très extravertie. J'étais passionnée de radio comme aujourd'hui. Je faisais des émissions radio au compte de Médecins du Monde pour un programme de bénévolat. Je faisais des activités chaque mercredi, je partais à l'école.
Au niveau de l'école, j'étais reconnue comme une fille brillante et je participais régulièrement à des concours de slam. Et je remportais la plupart du temps pour le compte de notre école et j'étais vue comme voilà, une excellente au sein de l'école. Aussi, je faisais des activités de bénévolat à la radio, dans ma communauté, des focus group, un peu partout à Soubré, où je faisais des sensibilisations. J'étais très extravertie. Dans ma tête, j'avais de gros projets. Je voulais être à la tête d'une émission radio qui serait écoutée un peu partout, où je pourrais parler de culture, de danse, où je pourrais interviewer des artistes, des personnes qui inspirent ou qui donnent de la voix pour des causes nobles. Malheureusement, c'était mes projets à moi et les projets que mes parents avaient prévus pour moi étaient tout à fait différents. Et je n'étais pas vraiment surprise. Je suis née d'une famille très nombreuse et la plupart, nous sommes des filles. J'ai 10 sœurs et je suis la 9e fille de mon papa. Les 8 filles avant moi se sont toutes mariées de la même manière. Elles se sont mariées avec des hommes qu'elles ne connaissaient pas et sans préavis. Aucune n'a dit « je ne veux pas me marier ». Et les parents ne se sont pas dit que moi, j'allais déloger à cette règle-là parce que c'était une tradition. On a grandi dans un environnement où on voyait plus jeunes que nous se marier. On a grandi dans un environnement où on se dit qu'on va à l'école, on apprend à lire, on apprend à écrire, on sort entre griffes de la bêteté, mais on est destiné à un seul destin, se marier, faire des enfants, être femme au ménage. Mais moi, j'avais décidé de ne pas suivre ce destin à la lettre. À 8 ans, j'ai entendu ma grande sœur dire qu'elle voulait continuer ses études, mais malheureusement, elle avait été promise à quelqu'un en Angola, donc elle était obligée d'arrêter. Et dans ma peau de petite fille de 8 ans, je me suis dit, moi, je ne vais pas me marier à quelqu'un que je ne veux pas, et surtout, je ne vais pas abandonner mes rêves pour cela. J'avais dit ça, mais au fond de moi, je ne mesurais pas l'ampleur de cette phrase que je m'étais dite, en fait. Et j'ai grandi, j'ai été dans des écoles publiques, j'avais de très bonnes notes, donc je suis allée dans des écoles publiques. Les parents ne pouvaient pas dire, bon, l'école est chère, donc on ne va pas payer. Les écoles publiques, c'était gratuit, c'était 1000 francs seulement l'inscription. Du coup, ça m'a favorisée. J'ai grandi, j'ai continué à aller à l'école et je savais au fond de moi que cela allait arriver. Mais j'avais quand même un brin d'espoir. Moi, je me disais que peut-être avec les bonnes notes, ils vont te laisser continuer. Peut-être que ça ne va pas être forcément pareil. Peut-être que les temps changent et tout. Mais malheureusement, la dure réalité était là. Un jour, je quittais la maison. J'avais quand même vu des tantes, des oncles à la maison en train de partager des collages. Je ne savais pas que c'était les miens. Et là, et un jour, je quittais la maison. J'ai vu ma belle-sœur, je sortais et elle a dit, pour ceux qui comprennent le djoula, elle a dit, on va manger du zamé. La nouvelle mariée, on va manger du zamé. Ça veut dire que la nouvelle mariée, on va manger du riz gras. Et ça m'a tiqué. En fait, je lui ai lancé un regard très méchant. Elle a compris et puis elle m'a laissé tranquille. Du coup, chez nous, on ne dit pas, on ne fait pas asseoir la fille pour dire, tu vas te marier tel jour avec tel homme. Tu la prends de bouche à oreille d'une tante, d'une sœur ou dans les couloirs de la maison. Donc, je n'étais vraiment pas informée, mais les parents avaient déjà fait les fiançailles. Tout avait déjà été fait. Donc, moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit que je ne voulais pas. Ceux qui venaient me parler de ça, je leur disais des trucs vraiment méchants. Du coup, les parents ont su que je ne voulais pas. Et quand j'ai vu que la famille a commencé à me menacer, moi, j'étais vraiment stressée, j'avais peur. Donc, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai fait comme si j'étais d'accord. Mais au fond de moi, je savais que je n'allais pas rentrer dans ce foyer-là. Et de la petite fille très extravertie, qui riait beaucoup, qui était toutes aux activités, qui brillait, je suis devenue l'ombre de moi-même. L'année où ça a commencé, j'ai vu mes résultats scolaires diminuer, vraiment baisser. Moi qui étais toujours parmi les 5 premiers et qui avait de très bonnes moyennes, je me suis retrouvée à être parmi les moyens. Et cela a commencé à se sentir aux activités. Quand je partais faire mes émissions radio, déjà que c'est moi qui avais proposé à la radio de faire les animations de nos émissions, je n'animais pas avec la même vivacité et il y a certains amis qui l'ont remarqué. Après, moi, j'étais dans cette mentalité de quand tu vas en parler, on va te juger, on va dire « Ah, mais tu es intelligente, mais tes parents vont te marier, ah, donc tu vas nous laisser et tout ». Et quand on me demandait qu'est-ce qui ne va pas, comme j'avais des problèmes d'yeux, quand je pleure, on me dit « Ah, il dit, mes yeux me font mal ». J'avais tout le temps mal aux yeux. Et donc,
il y a quand même un ami qui a insisté et je ne sais pas comment il a appris. Il m'a dit, je sais que tu es confronté à une situation de mariage forcé, mais si tu veux en parler, je suis là. Si tu ne veux pas en parler, on peut vraiment laisser. Et après, arrivé à la maison, je me suis dit, puisqu'il a déjà deviné, pourquoi ne pas lui en parler? Mais avant lui, j'avoue qu'il y a des personnes que j'ai essayé de contacter, mais qui n'ont pas été ouvertes à la discussion, qui ne m'ont pas vraiment écouté, ou bien au départ qui ont dit, on va trouver une solution, mais qui m'ont laissé tomber après. Mais cet ami-là, bien vrai qu'on était dans le même lycée, qui n'avait vraiment pas de moyens, il m'a écouté et il m'a dit, actuellement, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est gagner du temps et essayer de trouver une solution adéquate. Et avec lui, on a trouvé comme solution de proposer à la famille de me laisser continuer les études jusqu'au baccalauréat. Et après le baccalauréat, on pourra procéder au mariage. Ce qui nous a favorisé, c'est que le monsieur à qui j'étais destinée, voilà, à qui j'étais destinée avait fait des études, donc la famille a accepté. Et malheureusement, en terminale, ça c'est compliqué. En début d'année, le monsieur est venu dans la ville pour faire une visite familiale et les familles ont décidé de rapprocher le mariage. Étant donné qu'après le baccalauréat, je n'allais vraiment pas continuer les études parce que les études universitaires, c'est super cher, selon eux. Donc, c'est là mon nom qui était caché, mon nom qui ne voulait pas forcément sortir, a été dit. Et la famille a compris que j'avais fait tout cela pour gagner du temps. Et comme je voyais que la chose prenait vraiment une ampleur assez compliquée, j'ai dit non. Et c'est là que tout a commencé à vraiment basculer pour moi. La famille a essayé par tous les moyens de me décourager, de me menacer, les insultes, on va plus te donner de l'argent. Et c'était pendant la rentrée scolaire. On n'a pas acheté de cahier pour moi, même un stylo. La famille a décidé de ne pas m'acheter, histoire de me contraindre à leur volonté. Et heureusement, avec des amis, on a pu avoir le nécessaire pour les études. Mais je partais à l'école avec beaucoup de craintes. Je me disais, bon, peut-être que tu ne vas pas à l'école, tu vas revenir trouver tes affaires dehors. Tu vas à l'école, tu essaies de sourire, tu essaies de garder la tête froide, de faire les leçons, d'avoir de bonnes notes. Tu reviens à la maison, il y a une certaine tension qui t'opprime et tout. Donc, la famille a continué parce que la famille ne voulait pas se soumettre à moi, mes convictions. C'était à moi de me soumettre et pas l'inverse. Malheureusement, la famille a décidé de me menacer avec les paroles. Ça n'a pas marché. Donc, ils ont décidé de prendre les armes. Un jour, j'étais couchée et la famille a décidé de me menacer avec un couteau. Oui, un couteau pour me dire que si tu n'acceptes pas, on va te couper la tête. Oui. Et là, ma tête n'a pas été coupée comme vous pouvez le voir, mais j'ai quand même reçu des coups. J'ai reçu des coups et le lendemain, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit que bon, peut-être que la famille peut vraiment arriver à un stade qui... Voilà. Donc, on est allé à la police. Ils ont appelé les parents, pas pour les enfermer, mais pour les faire prendre conscience que on n'est plus à une époque où les mariages forcés sont autorisés et tout. Donc, la famille a compris, mais après, on a décidé de ne plus me parler, de me laisser à mon propre sort, d'être indépendante, entre griffes, et puis de ne plus m'adresser la parole. C'était difficile pour moi parce que quand on ne se sent pas chez soi, là où on est censé se sentir chez soi, c'était compliqué. Mais j'ai continué à aller à l'école, j'ai continué à donner le meilleur de moi-même, je faisais toujours mes activités bénévoles. Je continuais d'avoir de bonnes notes. J'ai eu les examens blancs et le jour des résultats du baccalauréat, je suis allée récupérer mes résultats toute seule. Et j'ai pris ma collante, j'ai vu admise avec la mention. J'ai vu admise avec la mention et j'étais super contente. En fait, je ne marchais plus pour arriver à la maison. J'avais l'impression de m'envoler pour arriver à la maison, pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que pour moi, je me dis... Avec de très bonnes notes, la famille va sûrement comprendre qu'en fait, il n'y a pas lieu de donner le même destin aux filles, en fait. Il faudrait que chacun se crée son propre chemin. Et je suis arrivée à la maison, le quartier, et les enfants, ils étaient contents pour moi, ils étaient en train de danser. Et j'arrive à la maison, là où je suis censée sentir cette joie-là. J'entends, l'université, c'est super cher. Qui va dépenser de l'argent inutilement pour une fille? Et là, j'ai pleuré. Je me suis dit que j'avais quand même de l'espoir. Je me disais que bien vrai que la famille ne me parle plus, je n'ai plus le même privilège, mais avec ce résultat-là, je me disais que
la famille allait quand même comprendre que moi, j'étais capable de grandes choses. Malgré tout le pressing que j'avais à la maison, j'ai pu m'en sortir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et cela a continué. Mais comme je ne voulais pas donner de raison aux mauvaises langues, car chez nous, quand tu refuses un mariage, tu es destiné à aller être dans la débauche. Et comme je ne voulais pas donner de chance à ces paroles-là, j'ai continué à toujours donner le meilleur de moi-même parce que j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours su que, au fond de moi, je suis quelqu'un de brillante. Je sais que je peux aller loin dans tout ce que j'entreprends. Donc, j'ai continué mes activités bénévoles. J'ai intégré un programme, le programme de jeunes blogueurs UNICEF Côte d'Ivoire. J'ai reçu le deuxième prix en 2023. Et en 2024, j'ai reçu le premier prix de meilleure productrice de podcast. J'ai aussi, avec des amis, créé une ONG Youth Health qui travaille pour l'accès équitable aux soins de santé, tant au niveau de la santé sexuelle qu'au niveau de la santé mentale. J'ai aussi été co-rédacteur d'un guide d'utilisation de l'Internet par les jeunes. Si je suis là ce soir, c'est grâce à l'éducation. Si moi j'arrive à parler devant vous, c'est grâce à l'éducation. Je me jure que si mes parents avaient pu avoir, eux, la chance de faire les bons, d'aller loin dans les études, ils allaient sûrement comprendre qu'on n'a pas vraiment ce choix-là de destiner un destin à quelqu'un contre son gré. Ils n'ont pas eu cette chance. Et souvent, je me dis qu'il n'y a pas lieu de les incriminer, en fait. C'est une tradition qu'ils essaient de perdurer, car c'est une tradition qui existe depuis des années. Malheureusement, ce n'est pas parce que moi j'ai refusé de me soumettre à cette tradition qu'elle va disparaître. Elle continue toujours. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, la prévalence des mariages forcés avant l'âge de 18 ans est très forte. Il y a au moins 4 filles sur 10 qui sont mariées avant les 18 ans et ça brise en même temps des rêves. Il y a des jeunes filles qui rêvent d'être médecins, il y a d'autres qui rêvent d'être journalistes et malheureusement, elles sont obligées de se soumettre à un destin qu'elles n'ont pas choisi. Et ça continue toujours. Quand on vit dans des grandes villes comme Abidjan, on se dit que ça n'existe pas. Mais quand on essaie de creuser, on voit que cela existe bel et bien. Si je suis là, ce n'est pas pour faire pitié, pour être celle qui a vécu une situation douloureuse, mais c'est pour dire que chacun de nous peut être une inspiration pour une fille. Dire non, c'est difficile, car c'est un combat qu'on mène. Moi, je suis le fruit de plusieurs, je crois en toi. Je suis le fruit de plusieurs, tu es capable de grandes choses. Je suis le fruit de ne l'abandonner. Donc, si vous aussi, vous pouvez être un soutien, que ce soit moral ou financier, d'une jeune fille qui dit non à un mariage forcé, vous pouvez aider, peu importe votre position. Parce que, mine de rien, c'est plusieurs jeunes filles qui se voient briser aujourd'hui. Il y a certaines qui se donnent la mort, il y a certaines qui tuent. Mais au-delà de tout ça, ce sont des milliers de filles qui se brisent. Car au fond, je sais que nous sommes très intelligentes. Et si moi, je n'avais pas eu de main tendue vers moi, je n'avais pas eu le courage de dire non, je ne serais pas devant vous, je ne serais pas à Tigana aujourd'hui. Je vous remercie. Merci de faire des options pour Waouh Tigana. Quelle grandeur d'esprit, quel parcours. Je me demande lorsque Waouh aura 25 ans, 30 ans, 40 ans, mais ceux qui assisteront à ces conférences seront chanceux parce qu'aujourd'hui, déjà, on entend, c'est magnifique. Et je dis au nom de toute personne qu'on a envie de faire ce parcours, ceux qui nous ont dit, on croit en vous, au nom de tous ceux qui on croit en vous, et si on est d'accord à faire encore des passions bien pour Sina. Merci, mesdames et messieurs. Vous savez, toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Mais généralement, on va voir finir en beauté. Finir en beauté sera mise pour cette conférence d'Abidjan parce que le speaker, sinon la speaker que je vais vous annoncer, fera bien finir en beauté. C'est une stratège en action et spécialiste du changement ici. Elle met aussi
service de projet créatif engagé, c'est près de 20 ans d'expérience, dont 10 à des postes de direction. Elle a mené des campagnes de production et d'impact de Elders, les Nations Unies, Afrique latine, sur 4 continents. Elle est la fondatrice de Subtil, une maison de récit et de stratégie qui est née du besoin de parler moins fort, mais plus juste, au service de celles et ceux qui bâtissent un monde plus intentionnel. Elle a également créé les magazines papier Fies et Perform et le podcast Bilan Yowa, qui signifie We Are All Africans. Saran Koli accompagne les leaders, les marques, les mouvements qui veulent créer autrement, avec clarté et profondeur. Elle est polyglotte, elle parle le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Mesdames et messieurs, des ovations bien nourries pour notre 7e speaker des conférences X Abidjan 2025, Saran Koli. J'étais allongée dans mon lit et j'ai reçu un coup de téléphone. C'était mon frère. Il me dit « Papa est décédé ». On a beaucoup de papa dans la famille. Tonton papa, cousin papa, papy, papito, des petits noms qu'on donne à ceux qui portent le nom des ancêtres. Notre papa, il me dit. Je me suis figée. 17 jours à 70 ans. On dit un jour spécial pour le mouvement, un bon jour pour mourir, on dit. Et puis, pas une main tendue, pas un musée, une bibliothèque pour recueillir tout ce qu'il a semé. Alors j'ai cherché, j'ai insisté, j'ai payé. Chaque jour, je lui formulais, ne t'inquiète pas, papa, je vais revenir les archives. J'étais parfait. Je le sentais là tout le temps, comme un souffle sur ma nuque, comme un poids entre mes épaules, au plat, insistant. Je me rappelais que ce n'était pas fini. Un an plus tard, les cartons métalliques sont arrivés. Je me suis effondrée. Ce jour-là, j'ai tout lâché. Les larmes, le poids, la mission. L'intérieur, des manuscrits, des costumes, des instruments, des CVHS, des carnets griffonnés, des postes uniques et actrices dispersées en plusieurs pays. Mais ces objets n'étaient pas figés, ils vibraient. Ils résistaient à l'oubli. C'était une mémoire vivante. On parle souvent de patrimoine comme une affaire d'État. Qu'est-ce qu'on garde vraiment? Les œuvres dans les musées, oui et encore. Mais les contes murmurés dans les cuisines, les danses de quartier, les chansons des grands-mères, elles disparaissent. Souvent, personne ne s'en rend compte. J'ai grandi dans les coulisses. Le théâtre comme terrain de jeu, les voix, les corps, les récits. Chez nous, on ne suspend pas l'art seulement sur les murs, il se vit. Il se transmet dans les gestes, les silences, les fêtes, dans les salons, les veillées. Combien de mots, mouvements, mélodies vous ont été transmis sans même que vous ne vous en rendiez compte? Cette mémoire, c'est la plus fragile. Pourtant, c'est celle qui nous construit. Mon père, sous les Coli, n'était pas un simple artiste, c'était un bâtisseur. Il a fondé l'ensemble Côté Bas en 1974 à Abidjan. Son idée, prendre une forme théâtrale populaire, satire, musique, spiritualité
ces danses, les faire dialoguer avec les urgences du monde. Potiphar, à l'origine, est une femme théâtrale en bas, un miroir, un espace pour soi, réfléchir, secouer les certitudes. Pendant 40 ans, il a porté ce spectacle aux 4 coins du monde. Mon père voyait dans cette femme un outil de résistance doux mais implacable. Il a fait des œuvres comme Alma Champion, Je suis votre l'entraîneur. Là où je ne suis pas au chômage, ce sont aux dirigeants qui sont venus me chercher pour venir écoutez, vous nos dirigeants qui l'ont fait venir. J'ai envie que vous, les dons ne suffisent pas. Il faut de l'entraînement. De ce que nous sommes, ce que nous traversons. Vous savez que l'art dérange sans dicter, enseigner sans prêcher, faire du théâtre d'Afrique, c'est refuser le lecteur de sa propre histoire. Pourtant, à sa mort, silence. Aucune institution, aucune attente. Son responsabilité est tombée sur moi, c'est de rassembler, de faire parler des traces. J'aurais tout déposé dans une cave, et moi, vivante, ne sentais pas. Elle se pense, elle se dit, elle évolue. En numérant les archives, en réécoutant les cassettes, en transcrivant les carnets, j'ai compris une chose. Les objets ont de valeur que s'ils continuent à créer, à inspirer, à circuler. Un masque derrière une vitre, un âge mort. Et sur le visage, il y a un lien, une vocation. Ma mission est juste de garder, transmettre, pas comme un héritage figé. Une conversation inachevée.
C'est là qu'est l'idée de la maison sous les mêmes c'est un vivant, physique, virtuel, fixe, inhérent, un espace où des artistes s'emparent des archives pour créer. Parce que je ne veux pas sauver un passé, je veux préserver un souffle. Il y a une violence dans ce qu'on décide de ne pas transmettre, dans ce qu'on juge non essentiel. Violence, on la connaît bien ici. L'année, l'homme disparaît. Savoir s'éteigne. Les pratiques sont de folklorique, donc négligeables. Et si ce qui compte, quel critère et pour qui? J'ai vu trop de livres adultes au silence, trop d'œuvres invisibles aux yeux du monde. Et chez nous, c'est une philosophie. C'est un outil moral. Un chant noir de mort. Les formes sont aussi savoir. Elles nous tiennent debout. Je ne suis pas venue ici d'un deuil. Je suis venue parler d'un relais. Ce que j'ai reçu de mon père, c'est un appel à créer, à oser, à transmettre autrement. Même dans certaines années, encore il croit à la lèvre. Je suis une rêveuse, aussi gentille, au plus proche, présent. Mais aujourd'hui, la maison sous les mêmes qui n'est plus qu'un projet, c'est une réalité en construction. Un lieu d'archives nourrit la création. La mémoire devient matière vive. Nous avons créé des ateliers où les jeunes artistes travaillent à partir des archives, des résidences de création qui font évoluer les générations, des programmes de numérisation qui rendent accessibles ce travail fragile, long, difficile, souvent invisible. Chaque fois qu'on s'approprie un mouvement ancien pour le sien, chaque fois qu'une mélodie oubliée trouve un nouvel interprète, chaque fois qu'un texte endormi s'anime sur les lèvres d'un comédien contemporain, c'est sur la bonne voie. Si on vous parle aujourd'hui, vous écoutez, vous et vous êtes en silence. Les gestes traversent les corps, savoir qu'on ne classe nulle part, mais qui nous tiennent. Regardez autour de vous. Quels sont les vivants qui vous entourent? Quels sont les gestes, les savoirs, les histoires qui disparaissent si personne ne les cueille? Responsabilité, activité, d'avenir. Que préserver l'art vivant, ce n'est pas le figer. C'est l'aider, faire évoluer et le confier à demain. À Abidjan, dans un canton, il y a un masque qui attend un visage. Parti une fois, rêve redit. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, maintenant vous connaissez. Pour ceux qui le connaissaient, continuez à parler de lui parce que Souleymane Coly est vivant. C'est à nous tous de rendre cet appel.